L'affaire du talc Morange éclate en 1972. Morange est un parfumeur. On trouve ces flacons de poudre blanche dans toutes les supérettes. C'est un produit bon marché de grande consommation. Mais cette poudre douce et légère a été contaminée. Une dose d'hexachlorophène, un puissant désinfectant, y a été ajoutée par erreur. Ce désinfectant provoque des encéphalites, des lésions graves au cerveau, des lésions qui peuvent être mortelles. Le talc Morange causera la mort de 36 bébés et provoquera 224 intoxications, dont 8 ont entraîné une infirmité totale. En 1972, la législation relative à la fabrication des cosmétiques n'impose encore aucun contrôle. N'importe qui peut fabriquer une poudre cosmétique et la mettre sur le marché si elle n'a pas une vocation médicale, ce qui est le cas du talc. Des années et une multitude d'expertises seront nécessaires pour faire toute la lumière sur ce dossier. Un dossier qui met en cause des industriels que la loi ne peut alors pas poursuivre. Avant d'être une affaire de santé publique, l'histoire du talc Morange est d'abord un drame intime. C'est l'histoire du malheur, aveugle et cruel, dont l'injustice est d'autant plus tragique qu'elle frappe directement au cœur du noyau familial. Cette histoire souligne que nul n'est à l'abri de l'accident industriel et que celui-ci, aussi improbable soit-il, peut avoir des conséquences atroces et irréversibles. Avril 1972, Coulanges-la-Vineuse près d'Auxerre dans l'Yonne. Des cas d'encéphalite virale inexpliqués ont été signalés dans ce département. Nicolas Chambard a 15 mois quand il présente des signes inquiétants de cette infection. Des années plus tard, ses parents n'ont rien oublié de la violence et des effets de ce que tout le monde pense être alors une poussée de méningite. Notre fils avait des problèmes cutanés aux fesses, donc on lui mettait du talc et bon, après, le lendemain, il est tombé dans le coma et on ne savait pas du tout ce qu'il avait, quoi. Donc le docteur est venu et il nous a dit, il faut l'emmener à l'hôpital. Ils ont tout de suite regardé si c'était une méningite et ils nous ont dit non, ce n'est pas une méningite, mais ce qu'il a, c'est très grave. C'est tout ce qu'on peut vous dire. Le mois qu'il a été hospitalisé, il a tout le temps été en soins intensifs, tout le temps. Parce qu'un coup, il n'avait pas assez de sang, lui a mettait du sang, il le trouvait trop pâle, il cherchait toujours. Il a été pendant 10 jours vraiment en survie. C'est-à-dire qu'il avait même plus de sensation, fallait lui piquer le dessous des pieds avec une aiguille pour qu'il réagisse, un petit peu. Alors on lui disait, mais c'est il aura des séquelles. Il aura beaucoup de séquelles, sourd, muet, aveugle, comme un caoutchouc, quoi. Puis en fin de compte, il n'a rien eu parce qu'il s'est réveillé d'une heure à l'autre. Il était réveillé comme s'il venait de se réveiller d'une nuit de sommeil. Nicolas a survécu. Ce n'est pas le cas de tous les bébés. Ces encéphalites du nourrisson commencent à se répandre dans les foyers. Les symptômes sont toujours les mêmes, brûlures, convulsions, coma. La mort peut survenir en 48 heures. On s'interroge. L'épidémie gagne du terrain. Elle est active depuis 4 mois dans l'Aube et les Ardennes, laissant les médecins impuissants. Face à l'angoisse des familles, le gouvernement de Pierre Messmer, qui vient tout juste d'être nommé Premier ministre, tire la sonnette d'alarme au mois de juillet. Il se tourne vers des experts scientifiques. Plusieurs éléments sont communs aux familles des victimes. Une eau minérale, un talc de marque Morange, les brûlures aux fesses et la mort par encéphalite. On soupçonne évidemment un produit toxique, mais on n'en décèle aucun de connu. Le gouvernement s'oriente alors sur la piste du virus. Le professeur Martin Bouillet dirige alors l'unité de recherche de l'INSERM sur la surveillance épidémiologique des maladies transmissibles en France. Rentrant de vacances, il trouve sur son bureau une convocation urgente. Je téléphone donc au ministère et à la personne qui m'avait téléphoné, qui m'avait écrit et que je connaissais. Elle m'a dit « Oh, si, venez, c'est pas une blague, on est très, très préoccupés. » Étant persuadé et le disant fort haut qu'il ne s'agissait certainement pas de toxique, que tout avait été analysé, on m'a même parlé du talc Morange à l'époque qui avait été analysé, dans lequel on n'avait rien trouvé. Donc, on me dit
Vous vous occupez des maladies transmissibles? Ben, c'est certainement un virus. Alors trouvez le virus. Août 1972, le professeur Martin Bouyer prend la décision de se rendre à l'hôpital Manchester de Charleville-Mézières, une des régions qui constitue un foyer important de l'épidémie. Denis et Lisiane Boiniche, jeunes parents, s'occupaient de leur nouveau-né, leur premier enfant, le petit Hervé. Ça va être dur. Alors, tu veux que je le dise? Ouais. Normalement, j'étais de repos. Je devais être de repos. L'hôpital, comme j'étais employé au centre hospitalier de Charleville-Mézières, ils m'ont appelé pour que je fasse un voyage d'un transfert de malade. Et ce jour-là, donc, je suis parti et ma femme a pris mon fils, Hervé, dans son landau. Et puis elle est partie faire des courses dans une supérette qui était près de chez nous. Le talc, je l'ai acheté le vendredi. Le vendredi, oui. Donc je lui en ai mis le vendredi soir. Le samedi, il commençait à être pas bien, hein. Le dimanche, je l'ai emmené, on est descendu chez mes parents. Oui. Et on le trouvait de moins en moins bien. Le lundi, le docteur est venu. Il nous a dit qu'ils avaient des cas d'encéphalite et ils ne savaient pas pourquoi. Donc, Depuis le printemps, et ils ne trouvaient pas la cause de ces encéphalites de bébé. Il dormait, il était comme somnolent. oui. Voilà, somnolent. Il était dans un autre état. Il ne pleurait pas, oui. je ne sais pas s'il Comme souffrait, s'il mais il était- était somnolent. Comme s'il était drogué, Endormi. vous savez. On lui prenait ses membres, il tombait, quoi. Il n'avait plus de force. Notre médecin, il nous avait dit, il y a des cas d'encéphalite, mais on ne sait pas de quoi que ça provient. Donc, il a trouvé, il nous a dit qu'il fallait le mettre à l'hôpital de Manchester pour plus d'analyses. J'ai vu arriver un enfant qui était manifestement atteint d'encéphalite grave, avec fièvre, coma, qui correspondait bien au tableau que je connaissais. J'ai envoyé des infirmières chez la famille de cet enfant, ainsi que chez la famille d'une dizaine d'autres dont j'avais eu les dossiers. Et les infirmières avaient un questionnaire qu'on avait établi avec mon équipe dans la nuit, qui explorait toutes les possibilités d'explication. Le professeur Martin Bouyer demande une prise de sang sur le bébé et fait récupérer les objets qui sont souvent en contact avec le nourrisson. Parmi les objets saisis, un flacon de talc morange que le professeur s'empresse de faire parvenir au centre de toxicologie Fernand Vidal à Paris, alors dirigé par le docteur Fournier. Coup de téléphone dans le milieu de la journée de Fournier qui me dit « Mais dites donc, Martin Bouyer, qu'est-ce que vous m'avez ramené là ?» Je lui dis quelque chose qui ne doit pas être très bien. Il me dit non, parce qu'on en a donné un petit peu à manger à un chien, il est mort dans les 2 heures. Je dis bon, c'est très bien. Ça me conforte dans mon idée. Regardez donc s'il n'y a pas un produit chlorophénol là-dedans. Ils n'étaient pas sûr au départ, mais du jour du décès de notre enfant, Ils ont analysé mon flacon de talc qu'ils sont venus chercher. Et c'est dans ce flacon de talc qu'ils ont vraiment vu l'hexachlorophène. Donc quand ils m'ont pris toutes mes affaires, plus ce flacon, voilà, tout a été déclenché. Là, ils ont donné l'alerte. Il a fallu retirer tous ces flacons, mais il était trop tard. L'analyse du talc révèle un taux de 6% d'hexachlorophène, un désinfectant. Le sang du petit Hervé contient aussi des traces d'hexachlorophène. Mais cette molécule n'est pas répertoriée comme toxique. Pourtant, pour les chercheurs, il n'y a pas de doute, c'est l'origine des décès. Le 24 août 1972, 4 mois après l'apparition des premiers cas d'encéphalite chez des nourrissons, et quelques jours seulement après le début de l'enquête, l'alerte est lancée. Le ministère de la Santé fait passer un message clair. Tous les flacons de talc morange en possession des familles doivent être rapportés. Les autres sont retirés de la vente. Heureusement qu'on a réglé l'affaire en 7 jours. Parce que sur les 2800 et quelques boîtes de talc qui avaient été contaminées et mises dans le commerce, on en a retrouvé moins de 100. Ça veut dire que si on n'avait pas réglé le problème dans les délais où on les a réglés, on n'aurait plus eu de talc contaminé. Et puis voilà, on aurait écrit ça dans les livres de médecine comme une poussée inexpliquée d'encéphalite, pointe à la ligne. Le talc est identifié comme étant à l'origine des décès des nourrissons.
Un constat qui permet de laver de tout soupçon certaines mères de famille que la rumeur avait déjà commencé à rendre responsables de la mort de leur enfant. Voilà, Anne. Pour moi, ma fille est décédée, elle avait 2 mois. J'ai voulu partir de l'Aube, arriver à Clichy-sous-Bois. Mon fils est tombé infirme, je ne savais pas que c'était le talc morange. On m'a accusé d'avoir empoisonné mes enfants. On vous a accusé d'avoir empoisonné vos enfants. Ouais, avant que je sache que ce soit le talc morange. Et comment vous vous êtes rendu compte que c'était le talc? Quand ça s'est passé l'affaire au mois d'août, j'avais encore une bombe de talc. Je l'ai fait tout de suite expertiser et ça a été ça. Les mamans comprennent alors que les gestes d'amour renouvelés avec soin sur leur enfant furent cette fois des gestes meurtriers. Elles réalisent qu'elles ont déposé bien involontairement du poison sur la peau de leur bébé. Et je m'en suis voulu, et je m'en veux encore. Moi, j'ai dit, j'ai tué mon fils, des années. Parce que quand mon fils est décédé, après j'ai eu les doigts, ça m'a fait comme des engelures, des crevasses. Et j'avais tous mes doigts qui éclataient. Et le docteur est venu, il m'a donné de la crème, mais on n'a jamais mis ça sur le compte du talc morange, jamais. Et maintenant, je pense que ça venait de ça. Parce que moi, je le papouillais avec le talc, je le caressais, voilà. Et je pense que, et vu que je me lavais beaucoup les mains, ça s'arrête à mes mains, quoi. La gendarmerie, ils sont venus saisir le reste du flacon de talc morange qu'on avait, qu'ils ont expertisé et qui contenait bien de l'hexachlorophène. Le talc est utilisé depuis des siècles pour ses vertus adoucissantes. C'est le produit naturel d'une roche broyée, la stéatite. Une poudre blanche et légère qui est devenue dans cette affaire un agent meurtrier parce qu'elle contient une dose mortelle d'hexachlorophène, une molécule dont on ne sait pas grand-chose, et encore moins pourquoi ni comment elle a été mélangée au talc. L'hexachlorophène est une molécule synthétisée en 1939 dans les laboratoires de la société Givaudan, une filiale du groupe suisse Hoffmann-La Roche. Un jeune chimiste, William Gump, travaille sur des molécules. On lui demande de trouver un bon bactéricide, un agent qui puisse combattre les infections de la peau et désinfecter les blessures. À force de recherche, c'est en procédant à la fusion de 2 molécules d'un puissant insecticide que William Gump obtient l'hexachlorophène, qui se révèle être un excellent bactéricide. 1939, l'approche du conflit ne porte guère à la précaution pour bon nombre d'industriels sollicités pour l'effort de guerre. Il faut faire vite. L'étude de la toxicité de ce produit a été réduite à sa plus simple expression. Et jamais publiée. Ils ont simplement fait consommer quelques petites quantités de ce produit, de cette molécule, l'hexachlorophène, qu'ils avaient mélangé à l'alimentation de cobayes, c'est-à-dire des cochons d'Inde, 10 cochons d'Inde, c'est-à-dire une misère. Sur les 10 cochons d'Inde, 8 sont morts dans les 3 jours. Et c'est tout. Ces résultats inquiétants resteront confidentiels. D'abord utilisé pour le traitement des infections de la peau, et malgré les mises en garde répétées de médecins ayant constaté des complications neurologiques liées à son emploi, cette molécule est présentée comme un produit miracle. À l'époque, le contrôle sur les cosmétiques n'existe pas, rien n'empêche l'hexachlorophène d'être commercialisé. Dans les années 50, cette molécule révolutionnaire s'annonce comme la meilleure amie de l'hygiène et de l'épiderme. Hexophène talc, un grand ami de la peau de bébé. Grâce à l'hexachlorophène, le talc siliconé protège encore mieux votre bébé de l'irritation provoquée par les couches souillées, la culotte de caoutchouc. Des couches anti-plucheuses imperméables avec du hexachlorophène dedans. Comme ça, on est tranquille, le gosse, il en a comme ça pendant 24 heures sur les fesses. Jusqu'au jour où on s'est dit, mais on pourrait peut-être aussi l'utiliser chez les adultes pour un usage beaucoup plus large. Et on a inventé l'histoire des microbes de la peau qui sont pas dangereux, mais qui transforment la sueur en substance odoriférante. Et alors, j'ai là
j'ai là des propagandes où on dit, à vue de nez, il est 6 heures du soir. Parce que toutes ces dames qui sont dans le bureau, elles sentent pas bon. Et on a lancé toute la gamme des produits à base d'hexachlorophène, à telle enseigne qu'on ne pouvait pas lancer un nouveau produit cosmétique sans y ajouter un petit peu d'hexachlorophène, parce que ça avait le double avantage de transformer un cosmétique banal en quelque chose qui ressemblait un peu à un médicament, ce qui permettait de le vendre 3 fois plus cher. Et d'autre part, comme c'est quand même bactéricide, ça permettait de conserver ce produit bien plus longtemps parce qu'il n'y avait pas de germes qui proliféraient à l'intérieur. Donc ça a augmenté les capacités de stockage. Donc on gagnait sur tous les tableaux. À la fin des années 60, l'hexachlorophène est produit mondialement à hauteur de 2500 tonnes par an. En France, il est présent dans environ 1500 produits cosmétiques. La société Givaudan tient entre ses mains l'avenir du monde enfin désinfecté. Mais en 1969, un agriculteur de Floride, attiré par les charmes de l'hexachlorophène, envisage son emploi dans le stockage des oranges. Il s'adresse à la Food and Drug Administration afin d'obtenir une autorisation d'utilisation. Peu après sa demande, une expérience est menée par le docteur Renate Kimbrough, une célèbre chimiste américaine qui a beaucoup travaillé sur les effets de l'agent orange déversé au Vietnam. Elle donne une faible concentration d'hexachlorophène à manger à des souris pendant quelques jours. Tout se passe bien, en apparence, jusqu'à ce qu'elle observe l'état de leur cerveau. Ils présentent une anomalie. Elle a trouvé ça. C'est-à-dire, au lieu d'une substance homogène, eh ben c'était comme ça, c'était comme de l'éponge. C'est en voyageant dans l'organisme que l'hexachlorophène remonte au cerveau. On découvre alors qu'un produit peut traverser la peau et se mélanger au sang. À n'importe quelle dose, cette molécule vient s'insérer dans les couches de protection des fibres nerveuses, la myéline, qu'elle dilate en formant des poches, des espèces de bulles qui compriment la fibre nerveuse et empêchent l'influx nerveux de circuler. Les fibres nerveuses ne communiquent plus entre elles, les informations ne remontent plus au cerveau, certaines fonctions vitales de l'organisme sont détruites. Les résultats de cette étude menée aux États-Unis en 1971, soit 1 an avant le drame du talcum orange, sont restés confidentiels et même contestés par la firme Givaudan. L'hexachlorophène reste donc sur le marché. 36 bébés sont morts en France et il y aura même une 37e victime. Jean-Claude Floch, un père de famille qui accusait sa femme de mauvais traitements sur leur petite fille Muguette. En apprenant la toxicité du talcum orange et sa responsabilité dans la mort de sa petite fille, Jean-Claude Floch s'est pendu dans la chambre de son enfant disparu. Il est la dernière victime d'une affaire qu'on appelle désormais l'affaire du talc maudit. Si bien que nous, quand on a sorti notre affaire, les premières personnes qui sont venues nous voir, c'est les gens de la Food and Drug, qui nous ont dit « Dites donc, vous êtes sûr de votre affaire ?» Je dis regardez, alors on leur a montré les coupes de cerveau, parce qu'on avait déjà eu le temps de faire quelques biopsies et quelques d'enfants morts. Donc, on avait accumulé une masse d'informations scientifiques en béton, et on a été porter ça au juge. Des parents portent plainte et le ministère de la Santé se porte partie civile. Le juge, chargé de l'instruction, confie la réalisation d'une étude à un collège d'experts qui se tourne d'abord vers l'inventeur du talc, le directeur des parfums Orange. Mais ce dernier affirme que son talc ne devait pas contenir d'hexachlorophène. Le seul adjuvant est un extrait de lavande. L'enquête s'oriente alors vers la Cetico, une société qui assure le conditionnement du talcum orange, dirigée par M. Maillard. Maillard nous a confirmé qu'il ne savait pas ce que c'était que l'hexachlorophène. Et enfin, il n'y avait pas de question, il ne savait pas. On lui a dit, mais vous n'avez pas reçu de la documentation. Il dit, j'en ai même pas chez moi d'hexachlorophène. J'ai du G11, mais j'ai pas autre chose. Mais ce que Maillard ignore, c'est qu'en réalité, l'hexachlorophène, un peu trop suspect aux oreilles des scientifiques, est commercialisé sous le nom anodin de G11. La Cetico avait l'habitude d'utiliser du G11. Mais ils n'en mettaient pas dans le talcum orange. Puisqu'ils faisaient leurs produits, c'était des sous-traitants, ils faisaient ça en fonction de la formule que les marques leur disaient. Alors, ils savaient que dans le talcum orange, ils n'en mettaient pas.
comment se fait-il qu'ils ont flanqué de l'hexachlorophène dans du talc qui ne devait pas en avoir? Parce qu'eux étaient incapables de nous dire comment, ni pourquoi. En étudiant la carte des intoxications à l'hexachlorophène, les enquêteurs vont trouver la clé du mystère. Ils repèrent un cas isolé qui se serait déclaré dans la région parisienne au début du mois de mars 1972, soit 2 semaines avant le début de l'intoxication. Les enquêteurs se rendent dans la famille. Le grand-père travaillait à la Cetico. Il avait ramené un flacon de talc morange pour son petit-fils et il l'a intoxiqué avant que le talc ne soit vendu dans la population. Et il l'a amené, lui, le jour de la fabrication. Donc on savait quel était le jour où le talc morange avait été fabriqué. Les enquêteurs retournent à la Cetico et questionnent les ouvriers sur leur façon de travailler. Et là, ils découvrent que le talc, qui déborde souvent quand on le verse dans les mixeurs, est récupéré et mis dans un bidon de G11 qui aurait dû être vide. En fait, il y avait un fût de G11 qui était là, dans lequel il restait 32 kilos de G11 dans le fond, sur lequel on a mis du talc de récupération, on ne sait pas qui ni quand, personne n'est capable de le dire. Et puis une fois que le fût a été plein de talc au-dessus, il y a Civelle, le gars, qui était chargé de faire le talc morange là, de ce jour-là. Il a mis 11 sacs de talc, et puis il a vu un fût, il a regardé, c'est du talc. Bon, balance, et il a mis un fût de talc. Le bidon n'était pas vide. Tout s'explique, les pièces du puzzle de la contamination s'assemblent. Les livres de compte et de livraison de la Cetico sont saisis dans le cadre de l'instruction. Les lieux d'intoxication correspondent bien aux destinations du lot de talc contaminé, principalement dans l'Aube et dans les Ardennes. La piste du virus est définitivement écartée dans les cas d'encéphalite du nourrisson. C'est bien un problème d'intoxication par l'hexachlorophène que l'enquête met en lumière. Aucun livre de toxicologie ne mentionnait son existence en tant que toxique. Donc quand on s'est trouvé devant cette situation d'enfants qui mouraient et dont le seul élément était qu'ils avaient été en contact avec de l'hexachlorophène, le doute ne nous a pas du tout touchés. Mais il fallait prouver. L'enquête commence à s'étoffer, mais pendant toutes ces années, les familles des victimes sont tenues à l'écart. Elles sont laissées seules avec leur douleur. 4 années auront été nécessaires à l'équipe dirigée par Gilbert Martin-Bouillet pour retracer entièrement le processus de l'intoxication. Une équipe composée de médecins et de scientifiques mondialement reconnus pour la qualité de leur travail. Les résultats des premières recherches sont déjà incontestables. Mais en 1976, il n'y a pas encore de responsabilité pénale pour les entreprises. Dans cette affaire, les principaux inculpés sont donc le patron de la firme Morange qui distribuait le talc, le patron de la Cetico en charge de son conditionnement et dorénavant aussi Hubert Flao, le directeur de la société Givaudan France qui produit la molécule d'hexachlorophène. Cette dernière inculpation sonne comme un coup de tonnerre dans le ciel du puissant lobby des cosmétiques. Le reproche fait à Givaudan est son manque de transparence et surtout l'insuffisance de précaution dans l'utilisation de cette molécule dont la toxicité était déjà établie et connue. Les chefs d'inculpation sont les suivants. Délit d'homicide involontaire et blessure ayant entraîné une incapacité physique de plus de 3 mois. À l'annonce de l'inculpation de son directeur, la firme Givaudan et sa maison mère, le groupe Hoffmann-La Roche, prennent les devants. Il faut tenter par tous les moyens d'étouffer l'affaire, de faire taire le scandale et de réduire le procès à une simple formalité. Pour arriver à ces fins, toutes les stratégies sont bonnes. Par l'intermédiaire de sa compagnie d'assurance, la firme Givaudan va exercer son droit de transaction et proposer aux familles victimes du talc morange une indemnisation.
Une transaction tardive, mais une transaction quand même. Pour Givaudan, la mort d'un enfant ou son invalidité a un prix. Un barème a même été dressé. 1 000 francs de l'époque pour une intoxication sans conséquence, 25 000 francs pour un décès. Pour des intoxications avec des séquelles plus graves, les négociations sont ouvertes. En acceptant cette transaction, les familles s'engagent à retirer leurs plaintes et à confier leur intérêt aux assurances. Pendant 8 ans, avant le procès, on n'a eu personne. On était tous les deux et c'est tout, on n'a eu personne. C'est pour ça que... À part les assurances, pour accepter la transaction. Ils sont venus une fois, pas deux. J'ai dit non, c'est le procès. Et j'espérais tellement de Ils ce sont procès. venus une fois à la maison et une fois par téléphone. Ouais, et on a refusé. On vous donne la somme de je ne sais plus combien à l'époque, tant, mais vous retirez votre plainte, on arrête le procès, quoi. Ma femme les a mis dehors et puis la deuxième fois, c'est moi qui les ai eus au téléphone. Et comme quoi, il fallait que je prenne les transactions, que ça me ferait du bien pour ma fille, pour l'enfant que ma femme portait. On ne marchande pas la vie d'un gamin. Un enfant, c'est un enfant. Donc on a toujours refusé. Sur les conseils de certains avocats, un grand nombre de familles acceptent la transaction. Faut-il s'en étonner ? Pendant plus de 4 ans, certains parents ont eu à faire face à l'infirmité totale de leur enfant, à l'image des Pérez, qui ont accepté l'offre de la société Givaudan. Dès que Sylvie a touché ses indemnités, Bonjour, monsieur. une somme de 350 000 francs a été débloquée. Les Pérez ont pu enfin améliorer les conditions de vie de la famille en achetant un pavillon entièrement conçu en fonction des besoins de la fillette. C'est la maison, Titi. À qui c'est la maison? C'est à toi, alors. Eh bien, c'est à elle. L'argent, je ne peux pas le toucher. Jean-Claude Marin, aujourd'hui procureur du tribunal de Paris, était à l'époque substitut du procureur du tribunal de Pontoise. Pour lui, la responsabilité de Givaudan dans ce dossier ne fait aucun doute. Il y avait un enchaînement des responsabilités, certes, mais que avait été mis sur le marché dans des produits de très grande diffusion, un élément d'une toxicité absolument non maîtrisée à l'époque, voire dissimulée. Durant l'instruction, la firme Givaudan met tout en œuvre pour se dédouaner. L'usine de Givaudan France se trouvait à Lyon, et quand les experts nommés par le juge arrivent pour la visiter, la chaîne de production de l'hexachlorophène a été démontée. Plus une trace d'hexachlorophène dans le local, plus moyen de faire la moindre constatation. Quelques années plus tard, l'usine Givaudan de Lyon explose. Bilan, 1 mort et une douzaine de blessés. Claude-Marie Vadreau était journaliste au Canard enchaîné. Spécialiste des questions d'environnement et de santé, il a observé de près l'attitude des grands groupes industriels. À cette époque, encore plus que maintenant, il y a le temps de la presse, le temps du scandale et le temps de la justice. Et le temps de la justice, il est faussé par le fait que les grandes entreprises qui ont les moyens peuvent demander sans arrêt de nouvelles expertises, de nouveaux examens, des contre-expertises, et ça ralentit le cours de la justice. Donc on a été obligé, dans notre expertise, d'aller au-devant de toutes les finesses ou tous les arguments possibles et imaginables, ou même inimaginables. La firme Givaudan, dirigée en France par Hubert Flao, a les moyens de se défendre et conteste sa responsabilité dans cette affaire. Malgré les expériences concluantes menées par les experts sur plusieurs centaines d'animaux, elle exige une contre-expertise. Le magistrat instructeur demande à l'équipe de Martin Bouillet de lui fournir de nouvelles conclusions qui puissent dissuader la firme de demander cette contre-expertise. Le juge nous avait demandé: est-ce que vous pouvez reconstituer
sur des animaux ce qui s'est passé avec les enfants. Et on a décidé de prendre des babouins nouveau-nés, de les élever comme des enfants, avec une infirmière pour chaque babouin, mis dans une couveuse, et que l'on traitait comme un enfant du point de vue de l'hygiène corporelle. C'est-à-dire qu'il était baigné matin et soir. Après le bain, on lui mettait du talcum orange sur les fesses, on le langeait comme un enfant, et puis par ailleurs, on le nourrissait au biberon, exactement comme un gosse. Des doses d'hexachlorophène identiques à celles trouvées dans le talcum orange, ainsi qu'à celles recommandées par le fabricant, sont testées sur 9 singes. Les animaux présentent rapidement les mêmes symptômes que les nourrissons décédés. Quand ils ne meurent pas, les cerveaux des singes sont tout de même pareils à des éponges. Mais les responsables de la firme Givaudan refusent de se rendre à l'évidence. Ils avaient été jusqu'à dire, pour justifier leur demande de contre-expertise, que nous avions bien travaillé sur des animaux, mais qu'on ne pouvait pas transposer ça à l'homme. Donc, il faut faire une autre expertise avec d'autres experts, et on va demander à ces experts d'utiliser de l'hexachlorophène sur des enfants. Mais cette fois, le juge oppose une fin de non-recevoir. La demande de contre-expertise est donc renvoyée devant la chambre des mises en accusation pour statuer. Il y a un célèbre avocat après la guerre qui disait « Nier, il en restera toujours quelque chose ». Et c'est ça la tactique de ces grands groupes. C'est de nier d'abord, de dire non, c'est pas vrai. Puis après, on communique en expliquant qu'on ne savait pas. La chambre des mises en accusation déboutera cette requête et refusera la contre-expertise demandée par Givaudan. D'autant plus qu'en juillet 1976, la même firme et le groupe Hoffmann-La Roche font encore parler d'eux. À Seveso, en Italie, l'usine Icmesa, qui appartient à Givaudan, laisse échapper un nuage de dioxine. Ce sinistre est une première mondiale qui va obliger les autorités à prendre des mesures exceptionnelles de décontamination. Sale temps pour Givaudan et l'hexachlorophène, sa molécule dite inoffensive, fabriquée à Seveso. Une fois encore, Givaudan refuse d'assumer une quelconque responsabilité dans la catastrophe sanitaire italienne. Mais le groupe Hoffmann-La Roche et sa filiale Givaudan souffrent désormais d'une sinistre réputation. Vous imaginez bien que dans le cadre du procès du talcum orange, Seveso a plané. Et comment? Pour démontrer notamment la toxicité. Parce que si en soi-même l'hexachlorophène et d'autres dérivés du chlore ne sont pas toxiques dès lors qu'ils sont très contrôlés, etc., même s'ils peuvent être nocifs, l'incendie a démontré qu'il y avait une nocivité latente et une mutation possible de ces molécules vers des produits extrêmement dangereux. 1978, 6 années se sont écoulées depuis le drame et toujours pas de procès. L'association des parents des victimes du talcum orange, exaspérée par les lenteurs de la justice et malgré les charges retenues contre les inculpés, adresse une lettre au ministre de la Justice. Considérant la gravité de cette affaire, la stagnation de la procédure, l'attitude dilatoire de la firme Givaudan, responsable également du drame de Seveso pour lequel cette société adopte le même type de comportement, les familles ont décidé de s'adresser à vous, monsieur le ministre, pour vous faire part de leur douloureuse indignation. Elles vous demandent de bien vouloir faire en sorte que le procès s'ouvre sans plus tarder afin d'obtenir la réparation à laquelle elles estiment avoir droit. Octobre 1979, le procès va enfin débuter. En l'absence d'intention homicide, l'audience s'ouvre devant une chambre correctionnelle et non pas devant une cour d'assises. Hubert Flao, directeur de la société Givaudan France, et les autres inculpés n'ont évidemment pas volontairement laissé un poison circuler sur le marché dans l'intention de tuer des enfants ou de les intoxiquer jusqu'à les rendre infirmes. Cette affaire dépasse largement le cadre de nos frontières. De nombreux chercheurs américains viennent assister et témoigner au procès. Et pour cause, l'hexachlorophène a déjà fait beaucoup de dégâts outre-Atlantique. Pendant longtemps, chaque nouveau-né américain avait droit à son bain d'hexachlorophène. Mais aux États-Unis, aucune poursuite n'est engagée contre Givaudan.
La firme refuse toujours de reconnaître la toxicité de la molécule qu'il a mise sur le marché mondial et s'en tient à une position. C'est l'erreur de manipulation d'un ouvrier de l'usine chargé du conditionnement qui est à l'origine du drame. Un ouvrier qui ne connaissait rien au danger de l'hexachlorophène. Le procès se déroule au tribunal de Pontoise, dont dépend le siège social de l'entreprise de fabrication Cetico. La presse de l'époque s'attend à un réquisitoire exemplaire. Dénès Laurent. Désistement. Alors absent. De Roi Sonia. Désistement. De sa maison Corinne. Désistement. Les audiences du talc maudit commencent dans un tribunal déserté par les parties civiles, mais les journalistes relaient largement cet événement qui s'annonce comme un procès long et difficile aux enjeux importants. Va-t-on enfin faire le procès des groupes industriels sans scrupules, plus préoccupés par leur chiffre d'affaires que par les questions de santé publique? Les familles qui ont résisté aux pressions des industriels, à leur offre financière, attendent beaucoup de ces audiences. On ne voulait pas d'argent. Et on ne voulait pas d'argent. On ne voulait pas d'argent. On voulait qu'il soit jugé, honnêtement. La mémoire de notre enfant, quoi. Que ça ne se reproduise plus, déjà, pour les autres. Le temps judiciaire, le temps des victimes n'est pas le même. Et qu'il y a une sorte d'incompréhension consubstantielle à la justice, dès lors qu'on ne peut pas dans les 8 jours, et on ne peut pas dans les 8 jours, régler judiciairement ce type d'affaires. Ce sont des années d'investigation, ce sont des années d'interrogation. Où va-t-on? Est-ce que il est juste de prospérer dans telle voie? Est-ce que finalement, oui, c'est l'erreur d'un garçon qui a une fonction purement matérielle, et c'est ça, l'affaire s'en arrête là. Si on s'était arrêté là, cette affaire a été jugée en 1973. Face à leurs juges, les responsables de la firme Givaudan reprennent la même litanie. C'est une erreur de dosage, l'hexachlorophène est sans danger s'il est utilisé avec les précautions d'usage. Ils réfutent les expertises qui n'ont à leurs yeux aucune valeur scientifique. Pour eux, cette tragédie est la responsabilité d'un seul homme, l'ouvrier responsable du mélange fatal. C'est le pauvre lampiste, le pauvre ouvrier qui ont mis ça sur son dos, quoi, parce que le pauvre homme, il était comme nous, il était un peu abasourdi de ce qui s'était passé, et ils ont voulu mettre ça sur son dos, quoi. Et puis bon. C'était peut-être le seul qui avait des remords. Oui. Parce que s'il n'y avait eu qu'une erreur de dosage, il n'y avait pas matière à attirer les sociétés ou les personnes représentant ces sociétés qui fabriquaient ce produit. Il y avait une erreur de quelqu'un qui avait mal utilisé un produit qui, bien utilisé, n'a aucune nocivité. On a peut-être pu critiquer l'absence d'information ou de mise en garde du produit lui-même, mais sur la toxicité intrinsèque du produit, on n'aurait pas eu de problème. Ce qu'a montré le professeur Martin Bouillet dans son expertise avec ses co-experts, c'est effectivement la toxicité, même aux doses recommandées par le fabricant. Pour eux, c'était nous qui étions des imbéciles. C'était pas eux les responsables. Ils avaient le cercle au-dessus de la tête, là. C'était les petits seins. C'était nous les responsables. Hein. C'était les familles les responsables. Eux, ils étaient pour rien du tout. Hein. Même aux doses recommandées par le fabricant, ce produit avait cet effet de brûlure cutanée et à partir de la brûlure, de transmission gaine de myéline, de la toxicité de l'hexachlorophène. Ça, c'est quelque chose qui a été fondamental dans la mise en cause du comportement des sociétés qui produisaient et vendaient ce produit actif. Les avocats des parties civiles sont dépassés. L'accusation défend l'étude réalisée par ces experts, mais en face, la défense n'est pas en reste. Il faut dire qu'elle a les moyens de mener son combat. Robert Badinter conduit les opérations. Le célèbre avocat qui va devenir quelques années plus tard le principal artisan de l'abolition de la peine de mort plaide ici pour un patron d'industrie. Badinter réfute en bloc les charges qui pèsent sur son client. Nous avons un système de droit pénal dans lequel, absurdement, à mon sens, on ne juge pas l'entreprise.
C'est un homme qu'on poursuit. C'est un homme dont la presse dit qu'il a une part de responsabilité dans la mort d'enfants. C'est un homme qui serait condamné. Et moi, ça me suffit pour que je le défende. Eux, ils pouvaient se payer des avocats comme ça. Parce qu'ils n'avaient pas que Badinter. Hein. Ah bah non. On ne pouvait pas se battre contre eux. C'était, comme ma femme disait, hein, le pot de fer contre le pot de terre. Eh ben, vous savez... On ne pouvait rien faire. Donc, on s'est retrouvés au tribunal. On n'était pas assez, quoi, de toute façon. Le verdict du procès en première instance, prononcé au début de l'année 1980, ira en appel, où le procureur général, à la surprise des parties civiles, demande la relaxe de Givaudan. Mais il ne l'obtiendra pas. Prononcer le verdict du premier procès de l'affaire du talc Morange, comme celui qui a suivi en appel, est aujourd'hui une infraction pour diffamation. François Mitterrand est élu en mai 1981, quelques mois après le procès. Le nouveau président de la République amnistie définitivement tous les inculpés. On espérait, on croyait en la justice, on y croyait beaucoup. On a dit, ils vont être punis, c'est pas possible. Eh ben non. J'étais un peu écœuré parce que je dis, moi, dans ma profession de chauffeur routier international que je faisais, j'avais qu'à créer un accident ou un truc comme ça, on me mettait tout de suite en prison, moi. Sans discuter, sans rien du tout, on me mettait en prison. Vous savez, le ciel nous est tombé sur la tête hein, quand ils ont été amnistiés. Ah oui, ça c'était un truc qu'on n'a jamais compris. Hein. Ça, franchement, le monde s'est écroulé quand on a perdu notre fils, mais là il s'est écroulé une deuxième fois. Quoi. Ouais. Non, mais il y a eu une injustice totale là-dedans. Hein. Il y a eu une injustice complète là-dedans. Tout ça parce que c'était des grosses sociétés multinationales et compagnie. Hein. Voilà. Ça nous a révoltés, dégoûtés, oui, dégoûtés. Hein. Dégoûtés. Parce que, non, j'ai jamais admis. On n'a jamais admis. Je dis on n'a jamais admis ce truc-là. C'est pas normal. Les familles restées parties civiles seront finalement indemnisées par l'État en 1991, soit près de 20 ans après les faits. Elles avaient demandé que dans les dispositions financières, un budget soit accordé au suivi médical des enfants intoxiqués afin d'observer l'évolution d'éventuelles séquelles. Ce n'est qu'auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse que le professeur Martin Bouillet trouvera un écho favorable à cette demande. Son équipe va réaliser une étude auprès de 56 enfants intoxiqués. À travers leur parcours scolaire, elle a évalué les capacités de ces enfants du point de vue de l'acquisition du langage et de l'écriture. Les résultats démontrent clairement que la population d'enfants intoxiqués présente des différences significatives quant à leur capacité à apprendre. Si aujourd'hui ces enfants mènent une vie normale, ce n'est pas le cas pour ceux qui ont été le plus gravement atteints. Comme la petite Sylvie, totalement infirme, ou Romuald, qui après avoir perdu l'usage de ses jambes suite à son intoxication, décédera à 19 ans d'une maladie rare. Faute de moyens, cette étude mise en place par le professeur Martin Bouillet ne sera pas poursuivie. Une expérience unique et inédite aurait pu être menée sur les problèmes d'intoxication et ses conséquences dans le processus de l'apprentissage. Une occasion de fournir une information capitale sur le fonctionnement du cerveau lui-même. Cet aspect ne sera pris en compte par personne. Si l'hexachlorophène est inscrit au tableau des substances vénéneuses ou toxiques dès 1973 et donc interdit à la vente en France, il faut attendre 1975 pour qu'une loi soit votée pour la réglementation des cosmétiques. Les produits doivent dorénavant comporter un étiquetage indiquant leur composition et les lots sont identifiés par un système de traçabilité. Puisqu'on était dans un surdosage, le lot de produits qui avaient été surdosés, tous les paquets de talc Morange n'étaient pas surdosés. Seuls certains l'étaient, les emballages qui étaient issus de cette fabrication-là uniquement. Et c'est à partir de cette affaire, effectivement, que, y compris dans les produits d'hygiène et de santé, dans la parapharmacie en quelque sorte, eh bien, a été édictée
une réglementation précise sur la traçabilité, la numérotation des lots, etc. C'est vrai qu'on a amélioré l'identification du produit là où il se trouve. Encore maintenant, quand on rappelle un lot de médicaments, quand on rappelle un lot de boîtes de conserve, on peut voir que tout est ramassé en l'espace de 2-3 jours, parce qu'il y a une identification des produits. Mais on n'a pas amélioré le contenu des boîtes. On peut retrouver les boîtes, mais pas forcément ce qu'il y a dans les boîtes. C'est ça le vrai problème. Pour moi, dans la mesure où la concurrence est encore plus rude qu'il y a 20 ou 30 ans, les précautions prises sont moindres, parce qu'il faut rentabiliser vite. Les molécules de nos cuisines vont un jour ou l'autre entrer en contact avec les molécules de l'agriculture et celles de nos cosmétiques. Tout ça se mélange, sans que nous sachions exactement à quoi ça mène. Bien sûr qu'une molécule peut être innocente, une autre innocente. Et si je les mélange, qu'est-ce qui se passe ? Si je suis pessimiste, c'est que j'ai peur qu'un jour, nous payions cher cette synergie. Et qui faudra-t-il en rendre responsable à ce moment-là ? Je ne sais pas. Pourtant, depuis le 1er mars 1994, le nouveau code pénal a institué la responsabilité d'une personne morale, ce qui permet de mettre en examen le responsable d'une entreprise. À sa façon, l'affaire du talc Morange a permis à la société de se mettre en phase avec son temps. Le principe de mise en danger de la vie d'autrui est désormais inscrit au registre des infractions. Les grands groupes industriels, toujours plus puissants, jouent peut-être moins aux apprentis sorciers avec les nouvelles molécules chimiques. Rien n'est moins sûr, et les moyens de contrôle dans ce domaine sont totalement insuffisants. Pour les familles des victimes, ces textes de loi arrivent un peu tard. La peur et la colère leur ont laissé un goût amer. La douleur est toujours vive et ne laisse aucune place au pardon, même si, avec le temps, la blessure a cicatrisé. Notre fils, il s'en sort bien quand même, parce que là, maintenant... Bon, il est normal. Oui, nous, il s'en sort bien. Hein. Quand je vois des gens que je connais pas, des anonymes, hein, bien sûr, qui promènent des enfants en fauteuil roulant, qui sont complètement handicapés, je te dis que notre gamin pourrait être comme ça. Moi, je sais que j'ai vu des enfants handicapés, c'est des légumes. Et franchement, c'est dur à dire, mais j'aime autant voir mon fils où il est. L'affaire du talc Morange a marqué la France des années 70. Parce que pour la première fois, des patrons sont appelés à la barre d'un tribunal pour répondre du comportement de leur entreprise. Parce que pour la première fois, un puissant lobby, celui des cosmétiques, est dans le collimateur de la justice. L'affaire du talc Morange sera bien plus qu'un simple fait divers. Bien malgré eux, les 36 bébés morts ont participé à faire évoluer la responsabilité civile et pénale des industriels. Car cette affaire a permis d'inscrire définitivement dans la jurisprudence un principe essentiel, le fabricant est tenu pour responsable de son produit.